Salut mes chers élèves. Dans cette deuxième partie, cette deuxième activité, on va mettre en évidence le lieu de la fécondation chez les plantes. Parce que dans la première activité, on a pu mettre en évidence ou bien localiser les organes responsables de la production des gamètes. Maintenant, on va passer au deuxième phénomène qui se déroule lors de la reproduction sexuée, c'est la fécondation. Donc, on va observer les illustrations. Suivante. En observant, puis je vais répondre à la question ci-dessus. Donc, les illustrations nous montrent deux schémas. Chaque schéma, il représente le déplacement des grains de pollen de l'antère vers le stigmate. Donc, dans le premier schéma à droite, le premier schéma qu'on trouve à droite, les grains de pollen se déplacent vers le stigmate au sein de la même fleur. Donc, on l'appelle ce phénomène-là la pollinisation. Cette pollinisation, elle est directe parce qu'elle se passe dans la même fleur. Les grains de pollen des anthères, elles pollinisent le stigmate de la même fleur. Le deuxième document qui se trouve à gauche. Ici, on voit un insecte, l'abeille, qui va transporter les grains de pollen des anthères d'une fleur vers le stigmate d'une deuxième fleur. Ça, c'est la pollinisation croisée ou indirecte. Il se déroule entre deux fleurs, mais de la même espèce. Deux fleurs, mais de la même espèce. Donc, la première étape ici chez les plantes à fleurs, c'est la pollinisation. C'est le déplacement des grains de pollen de l'antère vers le stigmate. Je définis maintenant le terme pollinisation. Qu'est-ce que ça veut dire pollinisation? La pollinisation, c'est le déplacement des grains de pollen de l'antère vers le stigmate. Donc, on va qu'une de ce paragraphe. La pollinisation est caractéristique des plantes à fleurs, c'est-à-dire on la trouve seulement, les exemples que vous avez vus, ils représentent des fleurs, donc des plantes à fleurs. C'est le transport des grains de pollen des anthères ou bien des étamines vers le stigmate. Ce transport a lieu soit au sein de la même fleur, c'est-à-dire à l'intérieur de la même fleur, c'est la pollinisation directe, c'est-à-dire les grains de pollen des anthères dans la même fleur pollinisent le stigmate de la même fleur, soit par pollinisation croisée ou indirecte. Les grains de pollen d'une fleur se déposent sur les stigmates d'une autre fleur, mais de la même espèce. Dans ce dernier cas, les vecteurs de pollinisation peuvent être les insectes, comme on a vu, les abeilles, les papillons, les mouches. Donc, ils peuvent être soit par le vent, il peut être soit par l'eau pour les plantes aquatiques, par l'homme, par les animaux comme la laine de mouton. Donc ça, on les appelle les vecteurs ou bien les agents de la pollinisation. Donc vous remplissez les lacunes que vous avez sur le polycope. Donc maintenant le grain de pollen est déposé sur le stigmate. Donc ce qui illustre les documents qui se trouvent à gauche. Ce grain de pollen va germer et constituer un tube.
qu'on appelle le tube pollinique. Ce tube pollinique va traverser le style jusqu'à ce qu'il arrive aux ovules qui se trouvent à l'intérieur de l'ovaire. À l'intérieur de ce tube pollinique, les noyaux mâles vont se déplacer. Et vont descendre jusqu'à ce qu'ils arrivent aux ovules. Donc, ils vont pénétrer à l'intérieur du sac embryonnaire. Dans le sac embryonnaire se trouve le gamète femelle, c'est-à-dire l'oosphère, donc où ce noyau mâle va pénétrer à l'intérieur de l'oosphère maintenant et elle va s'unir avec le noyau femelle et constituer la cellule œuf. Donc le document illustre la fécondation chez une plante. Vous recopiez le titre du document. C'est ça la réponse de la première question. Après fécondation, on a formation d'une cellule œuf. Pour protéger cette cellule œuf qui va donner un embryon, l'ovule se transforme en graine et l'ovaire se transforme en fruit. Ces deux structures-là, la graine et le fruit, leur rôle c'est la protection. C'est la protection de l'embryon ou bien de la cellule œuf. Et aussi les réserves alimentaires. Ils vont fournir à cet embryon ses besoins alimentaires. Maintenant, on va passer chez les plantes sans fleurs, le polypode. On s'est arrêté à la structure de protal. On sait maintenant qu'au niveau de protal, il y a les organes mâles qui sont les entéridés, à l'intérieur desquels il y a production des entérozoïdes qui sont les gamètes mâles, et les archigones, à l'intérieur desquels il se trouve l'oosphère qui est le gamète femelle. Lorsque ce protal est émergé par l'eau de pluie ou bien seulement des embruns, les gamètes mâles ou bien les entérozoïdes sont libérés et se libèrent et vont nager jusqu'à ce qu'ils arrivent au niveau de l'archigone. Ils vont pénétrer et il y a rencontre de l'entérozoïde avec l'oosphère, pénétration du noyau de l'entérozoïde à l'intérieur de l'oosphère et union des noyaux mâles et femelles et formation déroulement de la fécondation et formation de la cellule œuf. Donc cette cellule œuf qui va donner un embryon. Donc ça, le schéma représente l'illustration de la fécondation chez le polypode. Les schémas qui se trouvent en bas, D, E et F, c'est le développement de la transformation de la cellule œuf en un embryon qui se trouve sur le protal, qui se développe sur le protal. On va continuer. Je décris maintenant les étapes de la fécondation. Ce que je viens de l'expliquer, on va le résumer dans le paragraphe suivant. Chez une plante à fleurs, donc un grain de pollen se dépose sur le stigmate. Elle germe et forme un tube pollinique dans lequel se déplacent les gamètes mâles. Quand l'extrémité du tube pollinique arrive au contact de l'ovule, les gamètes mâles quittent ce tube pour atteindre le sac embryonnaire contenant l'oosphère où aura lieu la fécondation pour donner une cellule œuf protégée et nourrie par la graine, tandis que l'ovaire se transforme en fruit pour plus de protection. Donc comme j'ai signalé, l'ovule se transforme en graine qui protège et nourrit la cellule œuf et lui fournit ses besoins nutritifs, tandis que l'ovaire se transforme en fruit pour plus de protection. Une plante sans poutre. Les entérozoïdes quittent l'entéridé, nagent dans l'eau pour rejoindre l'oosphère qui se trouve dans l'archigone, où se déroulera la fécondation. La cellule œuf se développe pour donner un jeune pied de polypode. Il va donner donc un embryon. Cet embryon, c'est l'origine du pied de polypode, du jeune pied de polypode. Donc vous recopiez ce paragraphe-là. Donc maintenant, on va donner un petit bilan pour le fécondation, le lieu où se déroule la fécondation. Donc chez les plantes à fleurs, la pollinisation précède toujours
afin de permettre au gamète mâle d'entrer en contact avec le gamète femelle et le déroulement après de la fécondation. Chez le polypode, la présence de l'eau permet au gamète mâle de se déplacer vers les gamètes femelles et déroulement de la fécondation. Donc, toujours, vous écrivez le bilan sur votre polycoupe. Maintenant, dans la deuxième activité, on va définir le développement de l'embryon chez la plante. Maintenant, lorsqu'il y a fécondation, il y a formation de la cellule œuf. Cette cellule œuf va se transformer, va subir des divisions et se transforme en un embryon. Donc, chez les plantes, quand les conditions sont favorables, l'embryon... Donc, on va maintenant suivre le développement de la cellule œuf. On va commencer par les plantes à fleurs, toujours les documents à gauche. Donc, là, à l'intérieur de la graine, on a dit qu'il y a une cellule œuf qui va se transformer, subir des divisions et va donner un embryon, une petite plantule. Lorsque les conditions sont favorables, donc la graine s'ouvre et laisse sortir une petite racine qu'on appelle radicule. Puis suivi de la tigelle. Cette tigelle va se développer vers le haut, suivi par la sortie des petites feuilles, donc des petites feuilles et disparition des cotylédons qui forment la graine. Alors que chez la plante sans fleurs, c'est-à-dire le polypode, le document de droite, on a vu que déjà la cellule œuf se transforme en un embryon. Cet embryon se développe en une jeune plantule. Cette jeune plantule va se développer aux dépens du protal. Donc, il va se développer aux dépens du protal. C'est-à-dire prendre ses besoins nutritifs à partir du protal, jusqu'à ce qu'il forme les feuilles et devient capable de faire la photosynthèse pour produire sa propre matière organique. Donc j'ai oublié de signaler que chez les plantes à fleurs maintenant, au moment de son développement, la petite plantule, au moment de son développement, elle prend ses besoins nutritifs de la graine, à partir de la graine, jusqu'à ce qu'il forme des feuilles et devient capable, elle aussi, de faire la photosynthèse. Donc, je décris les étapes de la germination. Les plantes à fleurs. Si les conditions sont favorables, la jeune plantule qui se trouve dans la graine germe. Le premier organe à apparaître est une petite racine. Donc, elle sort de la graine, c'est la petite racine appelée radicule, suivie par une tigelle qui monte vers le haut avec apparition de deux petites feuilles. Au début, l'embryon vit aux dépens ou bien sur les réserves nutritives de la graine qui se trouve à l'intérieur au sein de la graine, jusqu'à ce que ces premières feuilles lui permettent de réaliser la photosynthèse. Donc, il devient capable de produire sa propre matière organique. On passe au polypode, les plantes sans fleurs. Le jeune pied de polypode se développe aux dépens du protal jusqu'à ce qu'il soit capable de faire la photosynthèse. Donc, maintenant, on va déterminer les cycles de vie chez les plantes. On va les étudier. Donc, on va passer à l'étude des cycles de vie chez une plante à fleurs. Exemple ici, le pommier sur le document de gauche. Et le cycle de vie d'une plante sans fleurs, toujours le polypode. Donc, on va tout d'abord commencer par une plante à fleurs. Lorsque la plante à fleurs est mature, mûre ou bien elle devient capable de produire des fleurs. Donc, c'est une plante adulte. Il produit des fleurs. On appelle ce phénomène-là, c'est la floraison. Donc, on sait que les fleurs, représentent l'organe reproducteur ou bien l'appareil reproducteur chez ces plantes-là.
car il contient les organes mâles qui produisent les gamètes mâles et les organes femelles qui produisent les gamètes femelles. Donc, après production de ces fleurs, on a pollinisation. La pollinisation qui permet le rapprochement entre le gamète mâle et le gamète femelle par le déplacement du grain de pollen où se trouve ce gamète mâle jusqu'à ce qu'il arrive au stigmate qui constitue une partie de l'organe de l'appareil femelle ou bien de l'organe femelle. Après rencontre des gamètes, on a fécondation. La fécondation va aboutir à la formation d'une cellule œuf qui va subir les divisions pour donner un embryon. Cet embryon-là qui se trouve à l'intérieur de la graine, c'est-à-dire protégé par la graine et le fruit. Puis lorsque les conditions sont favorables, cette graine-là va germer et libérer la plantule qui se trouve dans son intérieur. Cette plantule-là va germer et se développer jusqu'à ce qu'il devienne à son tour adulte et capable de produire des fleurs et ainsi les gamètes. Ça, c'est le cycle de vie d'une plante à fleurs. On va passer maintenant au cycle de vie de polypode qui représente une plante sans fleurs. Donc, le polypode, lorsqu'il est adulte, il produit les spores. Il libère les spores, c'est la sporulation. Après libération de ces spores, ils vont germer. Ils vont germer pour donner le protale. À l'intérieur du protale, il y a les gamètes mâles et les gamètes femelles. La rencontre de ces gamètes, c'est la fécondation. Après fécondation, toujours formation d'une cellule œuf. Cette cellule œuf va subir les divisions pour donner un embryon qui va se développer au dépend ou bien sur le protale. Cet embryon, il va donner une plantule. Cette plantule va se développer jusqu'à ce qu'il devienne à son tour adulte et capable de produire les spores. Donc, ici, on voit que le cycle de vie d'une plante sans fleurs, c'est-à-dire le polypode, il se constitue de deux phases. Donc, une phase sporophyte où il y a production des spores, donc par une plante sporophyte, et une phase gamétophyte représentée par une plante gamétophyte qui produit des gamètes. Donc, le cycle de vie d'une plante sans fleurs est caractérisé par l'alternance de deux phases. Une phase sporophyte où il y a une plante à spores qui produit les spores et une phase gamétophyte où il y a un autre type de plante, c'est une plante gamétophyte qui produit les gamètes. Donc, le cycle de vie chez tous les types de plantes se caractérise par les phénomènes caractéristiques suivants. Donc, je donne en ordre les phénomènes qui caractérisent la reproduction sexuée chez les plantes. On a production des gamètes. Chez la plante à fleurs, cette production des gamètes suit la floraison. Après floraison, il y a production des gamètes et il y a pollinisation. Alors que chez les plantes sans fleurs, on a une sporulation. La sporulation qui va donner les spores qui vont donner un protale. Après la production de gamètes, on a fécondation. Et puis la germination. Donc le cycle de vie, en général, chez toutes les plantes, se caractérise par ces grandes étapes suivantes. Ces grandes étapes suivantes. Donc la production des gamètes, la fécondation et la germination. Maintenant, je vais faire la différence entre une plante à fleurs et une plante sans fleurs. Et toujours une comparaison, je la fais d'un tableau. Donc, le tableau, vous l'avez sur votre polycope. Une plante à fleurs se caractérise par une floraison puis une pollinisation. Et la plante est toujours gamétophyte. Donc, il produit seulement les gamètes. Alors que chez les plantes sans fleurs, on n'a pas de floraison ni pollinisation. Mais il est caractérisé, son cycle de vie est caractérisé par une alternance entre une plante sporophyte, exemple ici on a le polypode, c'est une plante sporophyte, et une plante gamétophyte, c'est le protale. Donc on a deux phases, la phase sporophyte et la phase gamétophyte. Donc chez les plantes sans fleurs.
vous remplissez votre tableau. Et on va terminer ce chapitre-là par un bilan d'activité qui va résumer cette partie-là. Chez toutes les plantes à fleurs, la reproduction sexuée se caractérise par la succession des phénomènes suivants: la floraison et production des gamètes, la pollinisation, la fécondation et la germination. Tandis que chez les plantes sans fleurs, cette reproduction se caractérise par l'alternance d'une phase sporophyte où se déroule la sporulation et une phase gamétophyte où il y a production des gamètes et fécondation. Donc, et on termine notre chapitre représentant les modalités de reproduction sexuée, les étapes de reproduction sexuée chez les plantes ou bien les végétaux en général. Et à bientôt.